dès que vous avez une envie d'acheter, venez nous voir. Hier, Jérôme, je suis allé visiter un appartement et du coup, il est en G. Et j'ai vu aussi qu'il était en CO2 G aussi. Ouais. Est-ce que ça influence sur le DPE Ouais, t'as raison, c'est un sujet très important parce qu'en fait, clairement, avant, on regardait pas les DPE. C'était quelque chose, on en avait pas rien à faire quand même, parce qu'on est quand même dans le conseil client, mais un diagnostic de performance énergétique, pour réexpliquer rapidement ce que c'est, et on fera intervenir un diagnostiqueur, ça sera encore plus précis, il nous expliquera son métier, mais en tout cas, nous, du côté financier, c'est un indicateur de consommation énergétique qui donne un indice en fait sur le bien. Est-ce qu'il est peu énergivore ou est-ce qu'il est, comme l'État emploie souvent ce terme-là, est-ce que c'est une passoire énergétique? Et en fait, hier, l'appartement que tu es allé voir, je me rappelle plus, il est classé en G. G. G sur les 2 notes. Sur les 2 notes, ouais. Alors en fait, c'est malheureusement, dans ton cas, j'imagine, c'est un chauffage au gaz. Oui, au fuel, exact. Gaz. Ouais. Donc dans un appartement, en fait, souvent les chauffages au gaz collectifs, le gaz étant une énergie fossile, elle émet des gaz à effet de serre. Okay. Et donc du coup, les émissions de ces gaz provoquent une dégradation de la note. Donc il y a 2 notes, il y a la note de performance énergétique et la note de GES, gaz à effet de serre. C'est la plus basse des notes qui va dégrader l'autre, en clair. D'accord. C'est-à-dire que l'émission des gaz à effet de serre, si elle est en G, on peut pas avoir un DPE autrement que en G, puisque ce qui va se passer, c'est que le logement, même s'il est peu énergivore, il consomme des énergies fossiles qui sont dégradantes, enfin qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. Ok. Donc voilà ce qui influe sur la note. Et comment améliorer Alors comment améliorer? Si on parle au niveau travaux, ça je dirais qu'il faudrait qu'on fasse une autre vidéo d'ailleurs avec des spécialistes de travaux, parce que je pense que chaque cas est différent. Si on parle au niveau financement, on va avoir une incidence différente et des documents différents selon le type de bien. Si c'est un appartement, c'est donc du collectif. Quand c'est du collectif, on a juste un DPE. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est effectuer un DPE projeté. Le DPE projeté, c'est un DPE où en fait, tu vas fournir des devis avant ton achat. Donc au moment où tu visites, en fait, soit l'agent immobilier a déjà fait faire des devis, soit tu peux faire des devis après, donc avec des artisans qui vont te guider sur une rénovation énergétique. Ça, tu vas pouvoir le fournir au diagnostiqueur, le même qui a fait, ou un autre, mais la plupart du temps, c'est mieux de le faire avec le même puisqu'il connaît déjà l'appartement. Tu as un numéro ADEME, ce numéro ADEME, il va le récupérer. Donc c'est le numéro en fait d'identification du DPE, comme un numéro d'immatriculation, qui lui permet de récupérer le DPE. Ce DPE, lui, il va faire un DPE projeté. Le DPE projeté va dire, OK, Timéo, OK, avec les devis que tu m'as donnés, l'appartement va améliorer son DPE. Quand on est sur une maison, là, il y a une étape de plus qui s'appelle l'audit. C'est-à-dire que quand on a un DPE qui est classé entre E et G, on a donc une note dégradée, on est en passoire énergétique. Ça déclenche systématiquement un audit. L'audit, c'est un DPE plus poussé. Et ça, c'est possible que pour les maisons? C'est possible, ouais, tout à fait. Okay. C'est quand c'est pas du collectif, en fait. Quand on n'est pas en collectif, on a un audit. Je pense, honnêtement, encore une fois, on fera intervenir un expert sur le sujet, mais je pense qu'on viendra à l'audit même dans les logements collectifs. Il y a déjà des audits sur les copros, la copro en général, mais pas sur les logements individuels. Okay. Donc là, en fait, sur une maison, il y a un audit. L'audit fait un peu ce que tu as fait avec les devis. L'audit va te guider sur les travaux à effectuer. C'est-à-dire l'audit va aller un peu plus loin que le DPE, va dire en fonction du DPE actuel, voilà ce qu'il faut faire pour améliorer le bien. L'influence, elle va être sur le financement. Que ce soit pour un logement collectif ou pour une maison individuelle, on va avoir une réelle influence en fait sur le financement, puisque les banques maintenant vont demander à ce que les travaux soient prévus dans le financement ou que tu aies l'argent suffisant pour effectuer les travaux et donc améliorer la note du DPE. Ok, donc il est préférable de faire un devis pour se projeter. Tout à fait. Okay. Pour nous, en fait, les dossiers, et c'est pour ça que le courtier a toute son importance, c'est pas que les banquiers ne savent pas faire, c'est qu'en fait, les dossiers deviennent de plus en plus chronophages. Et nous, c'est notre mission à 100%. On ne fait que des dossiers de crédit immobilier. Donc en fait, on connaît bien, on a des partenariats chez Holisto avec des diagnostiqueurs qu'on n'impose pas aux clients mais qui répondent vite et qui peuvent nous aller un peu plus loin dans l'analyse
que le DPE classique. En fait, ils vont nous aider et aussi nous aider en fonction du budget du client, puisque je te donne un exemple, tu achètes un appartement, je sais pas, il était à combien l'appartement hier ? Il était à 118 000. Ok, 118 000 euros. Si on estime, déjà, est-ce qu'on peut changer, tu vois, le système de chauffage, qui va être l'élément qui de toute façon va faire qu'on ne pourra pas remonter la note. Donc ça, il faut vérifier dans l'assemblée générale. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Si, imaginons que ça soit pas un problème de chauffage, imaginons qu'il y ait 30 000 euros de travaux à effectuer, on effectue les 30 000 euros de travaux, on les prévoit dans le financement, il faut qu'on puisse les financer. Ça veut dire que quand on va faire le DPE projeté, on va aussi regarder en fonction du budget. Si le client n'a un budget que de 20 000 ou 25 000, on va regarder si c'est jouable, si c'est possible en fonction des devis, avec le diagnostiqueur, avec l'entreprise de travaux. Est-ce qu'on peut, dans un budget un peu plus restreint, faire quand même les travaux? Parce que des fois, on se rend compte que les diagnostics, enfin les préconisations de travaux sont des fois un peu gonflées. Et donc là, on va faire du vrai sur-mesure. Ils peuvent pas faire du sur-mesure, c'est logique. Donc nous, on va faire du vrai sur-mesure. Ça prend du temps. Et ce temps-là, on l'a pas trop dans des transactions immobilières. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, on travaille beaucoup avec les agences immobilières, on travaille avec les diagnostiqueurs, mais il faut aussi qu'on informe les clients, qu'on les éduque en toute humilité, mais qu'on les éduque à ces nouveaux financements, en fait, ces nouvelles conditions d'octroi des banques. En fait, les banques nous disent maintenant, ok, vous achetez un bien, super, faut faire les travaux. Voilà. Et donc là, on va regarder si on peut les faire. Un exemple, j'étais tout à l'heure sur 30 000 euros de travaux, avec 20-25, on peut faire le taf, ça rentre dans le budget client, on a tous les documents, paf, go, on y va. Et là, on est sûr d'avoir un accord. Si le reste du dossier est bon, on est sûr d'avoir un accord. Par contre, le budget maximum du client, c'est 10 000 euros de travaux. Là, on va se gratter la tête, parce que est-ce qu'avec 10 000, on fait la même chose que les 30 000 préconisés? C'est quand même pas sûr. Donc, si c'est pour faire un bout de travaux, la banque n'ira pas. Si c'est pour ne pas faire la totalité des travaux, la banque n'ira pas non plus. Ok. Et ok, on fait des travaux, mais comment on se projette sur l'amélioration de la note du DPE? Alors, comment on se projette? Ça va être le DPE projeté. Dans le cas d'un logement collectif, ça va être l'audit dans le cas d'une maison, qui va nous donner l'amélioration de la note en fonction des travaux effectués. Okay. Dans un audit, tu as souvent 2 à 3 scénarios de travaux. Donc on décompose selon l'ampleur des travaux, on décompose en 2 à 3 scénarios. Premier scénario, c'est une amélioration très souvent qui va nous permettre d'atteindre la lettre D. Le D, en fait, c'est le Graal, la sortie de passoire énergétique. Voilà, quand on est en D, les banques nous emmerdent plus personne nous emmerde. Et si par contre on remonte, le deuxième scénario de travaux, c'est un scénario qui va permettre de remonter en C, et des fois il y en a un troisième qui nous permet de remonter en A ou B, en utilisant des pompes à chaleur. La pompe à chaleur, c'est formidable a priori, puisque ça fait remonter les notes tout le temps très fort. Si on améliore encore plus l'isolation, enfin voilà, des fois il y a quelques petits trucs qui nous permettent d'atteindre une lettre supérieure. Okay. Moi je vais aussi dire, si on parle amélioration, il y a des améliorations nécessaires, vraiment nécessaires, et là je rejoins complètement les banques et leurs critères d'octroi quand ils nous disent on veut que le client fasse ses travaux. Oui, c'est normal, le coût de l'énergie a tellement explosé que il faut faire ces travaux d'amélioration énergétique. Ok. Maintenant, est-ce qu'un D est forcément beaucoup moins énergivore qu'un B? C'est pas sûr. Et par contre, la différence de travaux pour atteindre le D et le B, elle est des fois colossale. Donc en fait, il faut vraiment aussi, c'est pour ça que c'est un vrai travail en amont. C'est il y a le dossier bancaire, mais il y a aussi la réflexion avec le client, quoi, de se dire qu'est-ce que je fais comme travaux. J'ai un client en ce moment qui a acheté une ruine, on va dire, enfin en tout cas 4 murs et un toit. Du coup là, on part d'une page vierge. D'ailleurs, en l'occurrence, on n'a pas de DPE. On n'a pas de DPE parce qu'on n'a pas de système de chauffage, parce que on n'a pas de consommation énergétique depuis très longtemps. Donc là, on part d'une page vierge, très complexe, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse des DPE projetés, il faut qu'on fasse des scénarios de travaux. On les a fait, clairement, il est en train de réfléchir encore à qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais tous les travaux, et là, il y en a pour 150 000 euros de mémoire, ou est-ce que je fais 100, 120 000, et au final, j'ai une consommation énergétique qui est raisonnable, une maison qui est bien isolée, qui est également, puisqu'il y a tous les travaux, ce qu'on appelle les travaux induits,
Forcément, quand on refait la plomberie, il faut qu'on défonce le mur. On va refaire du placo, de la peinture, des plinthes, le sol. Tout ça, c'est les travaux induits par les travaux de rénovation énergétique. Donc tous ces travaux-là, ça grimpe, hein, ça monte très très fort. Donc voilà, on a tous ces travaux-là, on est en pleine réflexion avec le client. L'avantage de ce client, clairement, pour également parler des différents types de projets, c'est que lui, il a l'épargne pour financer ces travaux-là. Il a tout ce qu'il faut de côté. Il a plus de 150 000 euros de côté. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire un dossier beaucoup plus simple. On va financer uniquement la maison et on le laisse faire ses travaux après. Ça implique deux choses. La première, c'est qu'il ait donc l'épargne suffisante, parce que la banque va dire « Ok, mais moi, je veux voir qu'il peut financer ses travaux qui sont évalués à 150 000 euros, qu'il fasse des devis. » Donc on a fait faire des devis très rapidement par des entreprises partenaires où on a un seul intérêt, c'est qu'ils sont rapides, corrects au niveau prix et ils font un travail de qualité. Donc on a reçu des devis rapidement. Et puis la troisième chose, c'est aussi on plante la graine dans la tête du client en lui disant on réfléchit d'abord ensemble et vous réfléchissez surtout de votre côté, est-ce que les 150 000 euros de travaux vont suffire, pardon. Oui. C'est-à-dire que si derrière le client, dans sa réflexion, se dit au final, c'est sympa les travaux, je vais mettre un jacuzzi, une piscine, je vais faire des travaux de confort, des choses comme ça, est-ce que les 150 000 euros qu'il a de côté vont suffire? Parce que s'il faut rajouter un prêt après, c'est pas la même chose. On va partir sur un prêt conso travaux déguisés. Il y a des prêts intéressants pour les panneaux solaires, pour des énergies renouvelables comme ça, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Le client, ça y aura pensé avant. Mais s'il se dit, tiens, je vais agrandir, je vais faire une véranda, un truc, etc. Voilà. Donc en fait, on met la graine dans la tête du client pour lui dire, ça, c'est les travaux nécessaires et essentiels. Maintenant, est-ce que ça va vous suffire? Une cuisine, je donne un exemple, une cuisine pour un client, c'est 5 000 euros. Pour un autre, c'est 25 000. Il y a des cuisines à 80 000 euros. J'ai vu un client qui a financé 90 000 euros de cuisine il y a pas longtemps. Bon, parce que c'est sa passion, parce qu'il a pris une cuisine très haut de gamme, etc. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas à moi de juger, mais on peut pas dire à un client une cuisine, c'est 15 000, donc vous avez le budget. Non, ça dépend de ce qu'il veut, ça dépend de la taille, ça dépend de ses souhaits, quoi. Faut bien connaître les projets du client. Exactement. Est-ce que tu peux nous préciser le processus qu'un courtier a avec un client pour ses projets? Oui, tout à fait. Alors, si tu veux, je vais me focaliser sur le projet, ce dont on parle là, c'est-à-dire achat plus travaux de rénovation assez lourdes. Et toutes les étapes d'un client pour venir voir un courtier, on les fera dans une autre vidéo, parce que c'est hyper intéressant de voir à quel moment venir. Souvent, on a cette question, on a des clients qui nous disent « je suis venu trop tard » ou « je suis venu trop tôt » ou « je vous embête peut-être pour rien ». On a souvent ces réflexions-là, c'est marrant. Et donc, si tu veux, on les détaillera pour dire au client à quel moment il faut venir. Il y a une règle simple, mais on les détaillera dans une autre vidéo, c'est dès que vous avez une envie d'acheter, venez voir. Venez nous voir. C'est vraiment la clé. Nous, on va vous donner toutes les étapes, tout ce qu'il faut faire et tous les différents types de projets. Si on en revient à notre projet d'achat plus travaux, en clair, de toute façon, le client, il va venir nous voir quand il a visité un bien. En tout cas, pour ce type de projet, puisque il va visiter un bien, il va voir qu'il y a une grosse quantité de travaux, l'agent immobilier partenaire ou le client qui a entendu parler de nous, ou peu importe, ou la notoriété, fait que le client va arriver dans notre bureau. Quand il arrive dans mon bureau, on commence déjà par parler. Alors c'est marrant parce que justement, il y a une différence, c'est qu'avant, on demandait salaire, en tout premier, salaire, donc état civil, salaire, on faisait connaissance, un petit peu un questionnaire de police au départ, et puis après on calculait une capacité d'endettement. Maintenant, on va commencer par l'état civil, la profession, mais on va tout de suite sauter sur le bien. C'est-à-dire que ce qui va nous focaliser, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le bien. C'est-à-dire, est-ce que ce bien, il est possible de le rénover avec le budget du client? Donc on va commencer par parler du bien. On va commencer par lui demander s'il a fait des devis. S'il n'a pas fait de devis, on est un peu plus embêté. Mais on va pour autant s'appuyer sur le document, donc le diagnostic de performance énergétique, le DPE projeté ou l'audit. Ça va nous donner déjà une base. Seulement si le DPE est en D, en G ou en F. Alors, EFG. EFG. Les 3 lettres, ouais. Okay. Tout ça, c'est des passoires énergétiques. Ouais. Ça va changer, parce qu'en fait, on a, pour te donner une indication, 6 millions de biens sont rentrés en catégorie passoire énergétique à partir du moment où on a fait le nouveau système de DPE et où on a dit que les biens en E étaient également des passoires énergétiques. Paf, on a mis 6 millions de biens en plus dans les passoires énergétiques. Okay.
Ça va changer. L'année prochaine, le DPE, alors on en parlera plus avec un spécialiste, mais si je ne me trompe pas, les critères vont un peu changer, ce qui va permettre de sortir des biens en E qui vont remonter en D. Voilà. Okay. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que est-ce qu'on se limite à parler travaux avec un client qui est entre E et G? Oui, dans un sens, parce que ça va influer sur notre financement, mais très très fort, vraiment très fort. Encore une fois, hier j'ai eu un agent immobilier au téléphone qui m'appelle pour une cliente, revenu classique, elle achète son premier bien, on est à 100 000 euros, petit bien, pas cher, on est un peu dans la campagne du Calvados. Calvados, il y a des coins qui valent pas très cher encore, on passe de 10 000 euros du mètre carré à Deauville à 1 000 euros du mètre carré dans certains secteurs. Le projet tenait la route, sauf que l'agent immobilier me dit, elle a eu un refus de sa banque. Première question que je lui ai posée, donne-moi le DPE, à mon avis, il est F ou G. Ah oui, t'as raison, il est en G. Voilà. La problématique, c'est que la cliente n'a pas prévu les travaux, donc la banque dit, non, j'ai pas de devis travaux. Et si je m'en réfère à l'audit, vous devez faire 30 000 euros de travaux, ça passe pas dans votre budget. Pas assez d'apport, pas assez d'épargne, c'est aussi une clé, hein. L'épargne, c'est obligatoire maintenant pour entamer un projet immobilier. Alors on ne demande pas à avoir 100 000 euros d'épargne, hein, mais avoir les frais de notaire, c'est quand même quelque chose qui nous permet, nous, d'aller chercher toutes les banques, d'aller vraiment challenger les banques. Surtout dans le cas achat plus travaux et travaux lourds, les banques vont demander à ce qu'il y ait une épargne de précaution. Ce qui va permettre aux clients, si jamais il y a un débordement, parce qu'on sait quand on commence à rénover, mais on sait jamais quand on finit. Quand on rénove, on va peut-être être obligé de retaper un peu dans l'épargne pour remettre au bout. Ça évite de refaire des crédits, d'alourdir l'endettement. T'aurais une moyenne d'épargne à donner? Ouais, en général, enfin, ce qu'on préconise, c'est compliqué parce qu'on fait passer des dossiers avec moins, mais 10% d'épargne, 10% du projet en épargne. Okay. Donc un projet à 200 000, 20 000 euros de côté, c'est quand même quelque chose qui... Encore une fois, ça dépend de toute la physionomie du projet, hein. Il y a des projets qu'on arrive à faire passer avec moins, mais il faut que tous les critères tiennent bien. Ça, c'est pareil, ça serait intéressant qu'on fasse une vidéo sur tous les critères, le saut de charge, la tenue de compte, etc. Il y a quand même beaucoup d'indicateurs, on va pouvoir en parler, quoi. Mais donc, pour revenir aux étapes du projet, une fois qu'on a... et revenir d'ailleurs, excuse-moi, je reviens à la question, entre E et G, on parle travaux, mais entre A et D, or A, je vais l'enlever, mais pourquoi pas, on va aussi un peu parler travaux au client. On va quand même lui demander s'il y a des travaux, parce qu'une maison en A, il y a aussi une cuisine à changer peut-être parce qu'elle lui plaît pas. Il y a peut-être de la peinture à refaire, il y a peut-être une rade à faire. Si la maison elle est énergétiquement peu consommatrice, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de travaux à faire. Donc on va quand même aborder le sujet. Maintenant, entre E et G, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là les travaux ils sont obligatoires. Il n'y a pas le choix. Une fois qu'on a abordé ce sujet-là, soit le client a les devis, soit il les a pas. S'il les a pas, on va le mettre en relation ou le laisser faire ses devis. Si il les a, on va pouvoir avancer encore plus sur le projet. Et là, après, il y a toutes les étapes classiques, hein. Compromis. Alors, est-ce que le compromis est déjà signé ou pas? La plupart du temps, on adore et ça se passe comme ça. On voit les clients avant la signature du compromis, quand il y a des travaux, parce que nos partenaires agences immobilières, on a fait ce type de discussion très souvent et on leur a expliqué que plus tôt on a les clients, plus on a de chances de réussir le dossier. Compromis signé, devis de travaux, c'est cohérent, c'est calé, on a l'audit, on a le DPE, tout va dans le même sens. Le dossier, on est à 99% de chances de réussite, quoi. Et c'est payant de faire un devis ou... Chez des artisans? Ouais. Non, c'est gratuit. On a eu un moment, une période où les artisans faisaient payer les devis, ce qu'on pouvait comprendre parce qu'ils faisaient beaucoup de devis, ils allaient pas au bout. Mais comme nous, hein, on a quelques dossiers sur lesquels on va pas au bout pour X ou X raisons. Nous, il y a la loi Mursef qui protège le consommateur et qui nous empêche de percevoir des honoraires, mais je me verrais pas en demander non plus. Okay. Un artisan va pas faire payer les devis. Alors, encore une fois, nous, on a des partenaires et on pourra d'ailleurs pourra faire l'occasion d'une vidéo avec nos partenaires pour discuter de travaux, mais nos partenaires font pas payer les devis et puis voilà, ça assez rapide. Alors après c'est assez rapide, ça dépend des partenaires, enfin des artisans. Il y a des artisans qui mettent beaucoup de temps à se déplacer parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'équipe, parce qu'ils sont seuls, ils font les devis et ça peut être très long. Et ça peut être très handicapant sur un dossier de financement. Bah écoute, moi je pense qu'on a fait le tour. La clé vraiment c'est de venir consulter le plus tôt possible. En fait, la clé d'un achat immobilier, hormis si vous avez le cash, c'est extraordinaire. Et encore, je dirais, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de clients à qui je dis,
baissez votre apport. Ça sert à rien de mettre autant. C'est un autre sujet dont on pourra parler, mais ok, je l'ai rejoint, les clients me disent il n'y a pas de placement en ce moment qui rapporte beaucoup d'argent, l'immobilier c'est un truc sûr, et on est, je vais pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, je crois que c'était à l'année dernière, on était sur une progression de 5% des prix de l'immobilier par an sur un laps de temps de 30 ans. Voilà, quand on regardait les 30 dernières années, l'immobilier monte de 5% par an, avec des pics à plus 20, des descentes un peu, etc. Payer un bien cash, encore une fois, je pense honnêtement, pour moi, que c'est une erreur, parce que lever du crédit, c'est primo, garder son cash pour peut-être d'autres projets, et d'autres projets immobiliers, pourquoi pas. Et puis la deuxième chose, c'est que financer avec une banque, c'est aussi assurer son crédit. Le crédit, il est assuré contre le décès. Demain, il y a un décès, la dette est soldée. Ça, il n'y a aucun autre placement. Vous prenez vos 100 000 euros, vous les mettez sur une assurance vie, il arrive quelque chose et 100 000 euros sont redistribués aux héritiers. Là, c'est pas votre argent. C'est-à-dire que vous achetez un bien à 100 000 euros avec un crédit, il vous arrive quelque chose, le crédit est soldé, le bien est à vous. Et vous n'avez pas déboursé les 100 000 euros. Si vous décédez dans les 2-3 premières années, vous n'aurez pas dépensé beaucoup. Donc c'est quand même un très gros avantage d'avoir un placement où l'argent est levé par une institution et où il est garanti par une assurance de prêt.